j'ai commis un impair, je me suis permis de modifier le titre. Alors quoi? Et j'ai appelé ça potassium et pression artérielle parce que je me suis dit que, avant d'expliquer pourquoi ça ferait baisser la pression artérielle, il fallait d'abord expliquer si ça faisait oui ou non baisser la pression artérielle. Donc tout le problème, c'est que pendant quelques millions d'années, le rein s'est développé sous la pression de sélection d'une alimentation qui contenait pas de sodium, parce qu'à part les fruits de mer, il n'y a pas de sel dans l'alimentation naturellement. Aucun aliment ne contient du sel. Et énormément de potassium qui est dans les végétaux. Et puis avant-hier, c'est-à-dire il y a environ 5000 ans, donc avant-hier à l'échelle de l'évolution, le sel est apparu pour conserver les aliments. Et aujourd'hui, notre alimentation est totalement l'inverse de ce pourquoi le rein est fait, à savoir qu'on mange beaucoup de sel et on mange très peu de potassium. Alors, premier aspect, est-ce que vraiment le potassium, ça baisse la pression artérielle? Alors, premier niveau de preuve, des études observationnelles. Est-ce qu'il y a un lien entre le potassium qu'on mange et le niveau de pression artérielle? Et ça, cette question, on a la réponse depuis un moment, et notamment depuis les grandes études épidémiologiques intersaltes et pures, qui ont à la fois montré un lien entre le sel, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, ça c'est bien connu, le sel et la pression artérielle, NaCl, mais qui ont également montré un lien, cette fois-ci inverse, entre le potassium et la pression artérielle, et un lien d'autant plus marqué que les sujets sont hypertendus. Bon, ça c'est une association. Ensuite, chez les gens qui mangent plus de potassium, chez les gens qui mangent plus de potassium, si on regarde le lien dans une étude prospective entre la kaliurèse, la kaliurèse, ça reflète les apports de potassium parce que ce qui rentre, ça sort. Et donc, si on regarde le lien entre la kaliurèse et la survenue ultérieure d'une hypertension artérielle chez des normotendus, il y a un lien très clair. Moins on mange de potassium, plus on a un risque de développer une hypertension artérielle. Bon, ça reste de l'observationnel. Ensuite, ce n'est pas la question qui m'est posée, mais je vais y répondre quand même, le lien entre potassium et événements cardiovasculaires. Ça nous intéresse. Alors ça, c'est un sujet qui a été hyper débattu, particulièrement pour le sel, mais en général, les études regardent sel et potassium. Pourquoi ça a été débattu? Parce que la plupart des grandes études, conduites par Mente, etc., ont été faites sur des échantillons à jeun d'urine qui ne reflètent absolument pas les urines des 24 heures et donc qui ne reflètent absolument pas les apports sodés. Donc, on a répondu de travers à la question jusqu'à ce qu'on fasse des études propres avec des recueils urinaires de 24 heures. Et là, c'est très clair, plus on mange de sel, plus il y a des événements cardiovasculaires, et moins on mange de potassium, plus on mange de potassium, moins il y a d'événements cardiovasculaires. Et ces deux relations, donc qui sont inverses, sont au mieux intégrées par le ratio sodium sur potassium. Donc, il y a clairement un lien en observationnel avec la pression artérielle, avec les événements cardiovasculaires. Mais la question qu'on pose, c'est est-ce que quand on donne du potassium, on baisse la pression artérielle? Ce n'était pas écrit d'avance. Alors, comment on peut faire pour donner du potassium? La première chose qu'on peut faire, c'est donner une alimentation qui soit riche en fruits et légumes. La deuxième façon, c'est de donner du difuca, du potassium, sachant que quand on donne un cation, il y a un anion qui va avec et que ça peut être différents anions. La plupart du temps, c'est du chlore. Et puis, grande tendance ces derniers temps, les fameux, alors il y a plusieurs, en anglais on dit salt substitutes, mais en français sel de régime, ou en gros qu'est-ce que c'est? Donc vous prenez du sel, NaCl, et à peu près 30%, au-delà de ça c'est un goût qui est rédhibitoire, mais environ 30% de ce NaCl, vous le remplacez par du KCl. Donc là vous avez une double intervention où il y a un peu moins de sodium et plus de potassium. Donc voilà les interventions possibles. Et si je dois résumer 50 ans de recherche, 30 ans de recherche, en une liste d'une dizaine de méta-analyses, avec, vous voyez donc, en violet, j'ai entouré tout ce qui est difuca, en vert, tout ce qui est intervention par des régimes, en rose, tout ce qui est sel de régime. Globalement, clairement, oui, on le sait aujourd'hui, quand on donne du potassium, quelle qu'en soit la méthode, on baisse la pression artérielle. Et la méta-analyse la plus récente qui essaye de quantifier cet effet indépendamment des variations en sodium
En gros, 50 millimoles de potassium en plus dans l'urine. Alors sachez que notre consommation en France, on a à peu près en moyenne 50 millimoles de potassium par jour. Les recommandations, c'est 90 millimoles. Donc si on doublait nos apports de potassium pour arriver à peu près aux objectifs, on baisse de 5 mm de mercure la systolique. Donc oui, et est-ce que tout ça baisse les événements cardiovasculaires, c'est quand même ça qui nous intéresse. Donc ça, la réponse, elle a été apportée très récemment par l'étude SAS. C'est une étude conduite en Chine où ils ont randomisé 600 villages. Dans 300 villages, ils ont dit, vous continuez votre vie normalement. Et dans 300 autres villages, ils ont donné gratuitement du sel de régime, donc des salt substitutes à mettre dans la cuisine à la place de leur sel. Et puis, ils ont regardé ce qui se passait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 15% de moins d'AVC dans les villages où il y avait les sels de régime. Et on attribue avant tout ça à une augmentation du potassium, parce qu'en fait, ces sels de régime, comme on en met un peu plus, le résultat net, c'est que ça réduit très peu le sodium, mais ça augmente franchement le potassium. Voilà. Et donc, la méta-analyse, une des plus récentes, qui inclut SAS et qui résume en fait l'effet de ces salt substitutes qui donc augmentent le potassium, c'est une baisse de la pression systolique, une baisse de la pression diastolique et une baisse des événements et de la mortalité cardiovasculaire. Donc là, maintenant, je réponds brièvement à la question qui m'est vraiment posée. Donc, comment ça marche ? Alors, vous pouvez prendre ce que vous voulez, les ISGLT2, les agonistes de GLP1, vous allez toujours voir les mêmes mots magiques, anti-inflammatory, antifibrotique, antioxydant, endothelial function, tout ça qui veut dire à la fois tout et rien. Donc, vous avez ça, vous avez des dizaines et des dizaines d'études qui racontent ça. Bon, pour aller un peu au-delà de ça, quand même, il y a vraiment des éléments solides. J'ai plus les images, mais... Hop. Il y a vraiment des éléments solides pour dire qu'il y a un effet vasculaire du fait d'augmenter les apports en potassium et donc très discrètement la kaliémie. Et donc un effet vasculaire favorable qui parle particulièrement sur la prévention des AVC. Mais en fait, l'explication qui tient la corde, elle nous a été apportée relativement récemment, de manière très indirecte, par l'étude d'une maladie génétique. Et voici une diapositive qui devrait achever tout le monde en dernier topo. Donc voilà, Xavier, la réponse à votre question. J'avais déjà vu le topo, donc je savais que ça allait être... Voilà comment ça marche. Et en fait, je ne vais même pas commencer le début de l'explication de ce truc-là. Je vais utiliser une diapositive bien meilleure du New England. The potassium switch, voilà comment ça marche. Donc, vous voyez, il y a un interrupteur moléculaire. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez ici un segment du néphron qui s'appelle le tubule contourné distal et qu'on connaît très bien parce que c'est le segment qui est la cible des diurétiques thiazidiques. Bon, et bien, ce qui se passe, c'est quand le taux de potassium est dans le range de la normalité, quand le potassium baisse un petit peu, ça va switch on, ok, ça va augmenter l'activité du canal NCC qui réabsorbe le sodium dans ce segment. Et inversement, lorsque la kaliémie a tendance à monter un petit peu, eh bien, on va diminuer l'efficacité, l'activité de ce canal NCC. Et donc, ça va avoir un effet diurétique. Voilà comment ça marche, Xavier. Et donc, suite à tout ça, juste 2 dias pour dire la synthèse que disent les recommandations très récentes sur le potassium, parce que du coup, tout ça est rentré maintenant dans les recommandations. Et donc, effectivement, avec différents niveaux de recommandations, toutes les sociétés savantes, là j'ai pris celle de 2024, ESC hypertension et ESH 2023, celle de l'hypertension, recommandent toutes d'augmenter les apports alimentaires de potassium. Au niveau de la Société française d'hypertension artérielle, on a fait une synthèse de toutes ces recommandations, OMS, etc. Et globalement, le message synthétique, c'est qu'il faut augmenter à la fois pour baisser la pression artérielle et les événements cardiovasculaires, la consommation de potassium. La plupart des gens s'accordent à dire, et c'était notre point de vue à la SFHTA, qu'il faut privilégier des régimes qui sont riches en potassium, parce qu'en fait, c'est aussi des régimes qui sont les régimes équilibrés d'une alimentation saine, qui contient également des fibres, qui a donc des bénéfices au-delà juste du potassium. Et les sels de table, c'est un peu plus... Enfin, le sel de régime, c'est un tout petit peu plus controversé, parce que
si c'est utilisé larga manu, ça va un peu avoir l'effet post-RALS de la spironolactone, c'est-à-dire que ça va être utilisé chez des gens qui ont des RAS bloqueurs, de la spironolactone. Il y a quelques alertes d'accidents hyperkaliémiques. Et donc la synthèse de tout ça, c'est que oui, augmenter le potassium certainement, mais attention juste chez certains patients, ceux qui ont eu une insuffisance rénale, qui utilisent des RAS bloqueurs, des antagonistes minéralocorticoïdes, et selon, bien évidemment, c'est du bon sens, la calémie de base dont ils partent, attention juste, voilà. Et donc ça fait couler beaucoup d'encre. J'ai cité ici une controverse du Kidney International, mais à tous les congrès d'hypertension, il y a des controverses, du coup, parce que les néphrologues, ils passent leur vie à dire de manger moins de potassium. Donc si nous, on commence à demander d'en manger plus, voilà, vous voyez que c'est un peu touchy. Merci beaucoup. Tu me permets de poser une question à mon ancien interne. Ton topo est superbe. Est-ce que tu pourrais nous citer le fruit, enfin, je connais la réponse, qui est le plus riche en potassium? C'est un fruit-légume et qui est très bon d'ailleurs. C'est pas la banane, non. C'est l'avocat. Donc, n'hésitez pas à manger un avocat, c'est le plus riche en potassium. Tu es d'accord avec moi ou pas? Tu ne le savais pas? Ouais, mais c'est l'avocat. Oui, potassium, mais j'avais pas. Ouais, c'est l'avocat qui est parce que j'avais fait il y a 2-3 ans un gros travail là-dessus. Donc l'avocat. Maintenant, j'aimerais te poser une autre question. Tu nous as parlé des bloqueurs du système rénien, des anti-aldo. En fait, tous les topos depuis le début nous disent un hypertendu, ça doit avoir un médicament plutôt diurétique parce que c'est vraiment une des clés du contrôle de la pression artérielle pour beaucoup de patients, et pas un diurétique qui fasse baisser trop le potassium, donc un anti-aldo. Et est-ce que toi, dans ta pratique quotidienne, tu mets des anti-aldo? Aujourd'hui, on a la Spiro, on a la Modamide, demain le Baxdrostar. Est-ce que c'est quand même pas ça la clé? J'apprécie beaucoup cette question parce que j'ai déposé cette année un PHRC pour randomiser en première ligne, comme diurétique de première ligne dans l'hypertension tout venant, un diurétique thiazidique, donc ce qu'on fait, versus de la spironolactone faible dose. Donc, je ne sais pas, il a passé le premier cut, je ne sais pas s'il sera sélectionné, ce PHRC, mais si j'en suis le rapporteur, je mets A+. À mon grand malheur, la pitié n'est pas dedans parce qu'il y avait un problème actuel de MAPA, mais ça sera peut-être rectifié plus tard. Bref, donc si... Je vous apporterai peut-être la réponse un jour à cette question. Moi, je mets beaucoup plus de spiro que d'hydrochlorothiazide, clairement. Moi, je mets les deux en même temps. L'aldactazine des familles, qu'est-ce que ça marche bien. Donc, je vous le donne, c'est mon truc. Un aldactazine, un Exfort, je vous soigne tout le monde. Je voulais savoir, pour vous, c'était quoi le bon taux de potassium? Alors, il y a beaucoup d'études observationnelles qui montrent, alors ça vaut ce que ça vaut, parce qu'à nouveau, mais qui montrent la relation entre le taux de potassium et les événements cardiovasculaires. On est tous conscients que on a toujours peur de l'hypercalémie. Donc, effectivement, au-dessus de 5,2 de potassium, il y a un lien entre les événements la mortalité et le taux de potassium, sachant que c'est moins un chiffre que la cinétique de ce chiffre. Passer de 4 à 5, c'est plus dangereux que de passer de 5,6 à 5,7. Mais il y a encore plus une augmentation des événements en fait pour les calémies basques, pour les calémies en dessous de 4, donc pas en dessous de la norme inférieure de la normale, mais dès 3,9, possiblement par des événements rythmiques. C'est un des substratums de ce fameux PHRC pour plaider pour mettre plutôt de la spiro que de l'Ezidrex, parce que en plus sachez que la calémie dosée en ville, elle est en fait, si vous voulez pas avoir d'hypocalémie sous Ezidrex, vous faites la calémie en ville, vous êtes tranquille, c'est 0,5 à 0,6 au-dessus de la calémie hospitalière parce que c'est dosé sur sérum et pas sur plasma. En vrai, si vous dosez ça sur plasma et proprement, les gens qui sont sous hydrochlorothiazide, ils sont hypocalémiques et c'est bien montré que c'est pas une bonne chose. Donc le range idéal, il est entre 4 et 5,2 à peu près. Alors moi j'avais été très impressionné par l'étude chinoise que vous avez mentionnée à l'époque et je me posais quand même la question au-delà du fait que ces sels de substitution peuvent chez certains amener trop de potassium, causer des problèmes de safety, ces sels, ils amènent aussi du sodium. Alors c'est presque paradoxal. C'est-à-dire qu'on veut enlever le sel, ramener du potassium, mais en fait, on amène... Disons qu'on leur demande qu'à la place de l'usage de leur salière habituelle,
ils utilisent ça. Donc, on ne leur demande pas de l'utiliser. Mais c'est marrant parce qu'après, quand on mesure dans les urines le sodium et le potassium, donc pour voir vraiment ce qui s'est passé, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, ils utilisent un peu plus de ce sel-là que du sel normal, sans doute parce que le goût peut être sale un peu moins. Le réhausseur de goût est moins. Ou alors parce qu'ils ont l'impression que celui-là, il est bénéfique, donc ils y vont la manu. Et donc, quand on regarde le bilan net, ça réduit quand même un peu le sodium. Hein. La natriurèse, elle est un petit peu réduite, mais pas tant que ça, 10-15 millimoles. Par contre, le potassium, il est vraiment augmenté. Oui. Mais ça, on peut le dire, en tout cas, à titre d'essai, moi, je me suis acheté la salière avec le sel réduit. Ça ne sale pas. C'est dégueulasse. Donc, vous en mettez beaucoup plus. Et ben voilà, c'est ça le fond de l'affaire.